technique de pilotage. Donc là, je vais utiliser le truc de la vidéo de l'interview qu'a fait Kawa. Alors il y a un lien, il y a une vidéo YouTube et il y a... Voilà, c'est ça. Le site internet, il s'appelle Soaring Chess in the Air. Alors, vous aurez les liens avec le document de François. Donc il y a sa vidéo YouTube, là, ça dure 1 heure, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il y a quelqu'un qui a fait une retranscription des points clés, quoi. Et moi, j'ai refait un résumé de ça en modifiant un peu à ma sauce, quoi. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Alors Kawa, je sais pas combien de fois il est champion du monde, je sais pas si tu sais, genre 8 fois ou quelque chose comme ça, enfin il gagne tout. Hein. Numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial et il est très fort. Là, il n'était pas là au championnat du monde que j'ai gagné. Voilà. Oui, tu l'as déjà battu. J'ai déjà battu, mais au Grand Prix d'Afrique du Sud, en finale du Grand Prix en 2016. Bon, enfin bon. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit regardez le ciel comme un jeu et trouvez les meilleures lignes. Même sans ligne de cumulus. Alors ligne c'est des alignements, des cheminements, hein, j'ai traduit comme ça. Donc même sans ligne de cumulus, on peut trouver des cheminements. Se créer une ou des lignes dans sa tête donc, et la suivre pour trouver une bonne ascendance. La ligne que vous volez est la chose la plus importante pour gagner. Ce qu'il nous dit là, le plus important, c'est le cheminement. Volez exactement là où vous pensez que ça monte, et pas 100 mètres à côté. C'est-à-dire que des fois, on est sous un cumulus, on se dit, bon ben là, il y a un petit truc là-bas, il y a un autre cumulus, là, il y a un autre, je vais faire tac, 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 et puis voilà, je vais en trouver une ascendance soit sous le numéro 2, soit sous le numéro 3. Puis après, j'irai là ou là, après on ne sait pas trop, c'est trop loin. Et ben le petit truc qui est entre les deux là, où on a dit qu'il fait passer dessous, il faut passer dessous. Enfin dessous, alors il faut corriger du vent, il faut imaginer comment visualiser, comment est l'ascendance. Mais quand on décide de faire un écart vers un truc, il faut faire à fond l'écart. Il ne faut pas passer juste à côté. En compétition, on voit ça. Hein. Des fois, on est 50 mètres à côté d'un autre planeur, hein, qui est le même planeur et tout. Et puis, on voit les écarts qui se font à toute vitesse, quoi. C'est vraiment... faut vraiment voler exactement là où on pense que c'est et pas à côté. Prise d'ascendance. Alors là, il y a vraiment beaucoup à perdre ou à gagner. Donc prise d'ascendance, il nous dit il faut limiter les actions sur les commandes. Chaque action crée de la traînée. Donc si vous secouez le manche comme ça, ça va faire de la traînée. On m'avait dit que j'étais pilote remorqueur à Saint-Aube quand il y a eu les premiers Discus 2 qui sont arrivés là. Je crois que c'était l'Eco-Hôtel d'ailleurs qui était à Saint-Aube à ce moment-là. Et le planeur était super maniable et tout. Et il nous avait dit que Schempiertz avait réduit les débattements aux ailerons parce qu'en fait, il était suffisamment efficace. Et ça ne servait à rien parce que les gens ils allaient quand même en buter et ça traînait et ça ne servait à rien. Donc ils avaient diminué les débattements. Réduire souplement sa vitesse. Alors quand on voit voler Kawa ou le pilote autrichien, comment il s'appelle? Son nom, Whisky Oscar. Son nom m'échappe. C'est toujours très en souplesse. Hein. On ne voit jamais le planeur faire tirer comme ça dans l'ascendance. Ils font pas. Et moi, j'essaye de ne pas faire non plus. Ajuster sa trajectoire en prévoyant un sens de spirale qui permettra de continuer si l'ascendance n'est pas satisfaisante. Alors ça, j'y avais pas pensé. Et peut-être qu'en fait, on le fait, ouais, je sais pas. C'est-à-dire que quand il arrive sous un cumulus, il prévoit d'enrouler dans un certain sens. Alors moi, ce que je... Peut-être prendre un stylo. Le plus simple, quand c'est comme ça, c'est... je sais pas, il y a un cumulus comme ça. Vous allez, en gros, on va par là. C'est vu du... Notre planeur, il est là. Tu voulais que je me mette à droite? Je vais me mettre là quand même. Bon, vous imaginez, alors, je sais pas, mettons que vous pensez que l'ascendance, ça va être là, parce qu'elle était là, sous les autres cumulus, puis il y a, je sais pas quoi, le soleil, le vent, le machin. Donc, il faut éviter de viser directement comme ça, je dirais. Il faut prévoir, anticiper un sens où vous allez pouvoir, où vous allez enrouler. Alors, ce sera peut-être pas le bon, hein, mais il faut l'imaginer. Donc lui, je pense qu'il pense à ça. Si par exemple, son point de virage ou son prochain point là, qui vise, il est par là, et ben, il va aller comme ça,
pour pouvoir aller à gauche, et puis si l'ascendance elle est là, bah, tant mieux, si elle n'est pas là, il continue. Tandis que s'il la prend dans l'autre sens, tu fais ça, bah, si elle n'est pas là, bah, tu as la dégueulante tout ça, voir tout ça, enfin c'est pas beau quoi. Et on perd de l'altitude. Moi, ce que je fais plutôt, c'est j'essaye de, quand je sais, soit vous savez où elle va être, comment elle va être, le soleil, vous dites j'arrête comme ça, je fais ça. Il y a des jours où c'est facile, hein, où on y arrive. Il y a des jours où on ne sait pas trop. Moi, ce que je fais, c'est que j'oriente toujours pour pouvoir enrouler face au vent. C'est-à-dire qu'il y a toujours une composante de vent. Mettons, je sais pas, ce jour-là, la composante de vent, elle est par là. Et ben, je vais plutôt faire une trajectoire comme ça. C'est-à-dire que je vais arriver pour me mettre, pour enrouler face au vent. Généralement, ça marche pas mal. Ce dont on parlait tout à l'heure, là, l'erreur systématique, alors ça, c'est surtout valable quand vous êtes plus éloigné, quand on est éloigné de la base du cumulus. C'est-à-dire que s'il y a, je sais pas, on va changer, on va faire différemment, s'il y a une espèce de cumulus comme ça, puis là, il y a un petit témoin ou un petit truc, enfin, disons qu'il y aurait plutôt quelque chose comme ça, avec un vent qui vient de là. Nous, on est toujours ici, puis on va en gros vers le haut. Alors après, il y a un slide des PowerPoint qui explique le nombre de degrés d'écart et tout, qui permettent de visualiser quel écart fait perdre ou gagner combien. Mais en gros, si je suis toujours dans mon planeur ici, je dois aller vers là-haut, vers le haut du tableau. Bon, l'ascendance, elle doit être par là, hein. Après, il y a peut-être une petite là, mais la grosse ascendance, elle doit être là. Si je suis suffisamment haut, proche des bases, bon, je vais peut-être faire comme ça direct, mais si je suis un peu bas, je ne sais pas trop où elle est l'ascendance, parce que l'ascendance, elle va être inclinée par le vent, et ben, je vais pas risquer, je vais faire un écart, je vais venir comme ça, je vais m'aligner pile, je vais peut-être trouver un marqueur qu'on voit mieux, je vais m'aligner pile dans le vent, donc le vent, il est affiché sur le calculateur avec une petite flèche. Ça, j'en parle plus loin, le calculateur, toujours volé avec surtout pas le nord en haut, mais le but en haut ou le track vers le haut, parce que sinon c'est trop compliqué. Et il faut faire des trucs simples. Et ça permet d'arriver comme ça et de s'aligner sous le cumulus, et on a des chances déjà de traverser une première petite ascendance s'il y a, et puis la deuxième, et comme notre cumulus, si on est bas surtout, on ne sait pas comment elle va être l'ascendance, elle part peut-être d'ici, puis au fur et à mesure elle monte, et puis elle va là. Donc si on arrive avec directement un écart qui nous permet d'arriver dans l'axe du vent, on a beaucoup plus de chances de trouver l'ascendance. Plus on est bas, plus ça vaut le coup de faire ce genre de truc. Je ne sais pas si vous le faites. Alors là c'est vent dans le dos, mais vent de face c'est pareil. S'il y a le vent qui souffle comme ça, là, hop, pardon. S'il y a le vent qui souffle comme ça, bah c'est un peu pareil, hein, parce que l'ascendance, bon, elle sera peut-être inclinée comme ça, mais là, il y en a une autre, donc alors on va peut-être aller moins chercher comme ça, mais ça vaut le coup de faire ça et de s'aligner sous la base et de faire la base, puis de continuer jusqu'à temps qu'on la croise ou pas, quoi. Ok ? Alors, ajuster la trajectoire en prévoyant le sens de spirale. Alors lui, bon, il prend le sens de spirale pour pas faire trop d'écart. Mais le plus simple, c'est de faire un sens de spirale qui permet d'enrouler face au vent, si on ne sait pas trop, quand on a un doute. Quand ça commence à monter, incliner légèrement dans le sens prévu, puis quand ça pousse, à augmenter franchement l'inclinaison. Vous voyez, il ne parle pas de faire une ressource. Si vous affichez le vario total de l'ascendance sur votre calculateur, le calculateur, il y a plusieurs moyens pour qu'il commute de mode de transition en mode spirale. Donc soit on lui affiche une vitesse, et en dessous à certaines vitesses, il bascule en mode spirale. Soit il y a un capteur, par exemple, s'il y a un planeur à volet, on peut mettre un capteur sur les volets, puis dès qu'on va passer volet positif, il va basculer en mode spirale. Soit la plupart des calculateurs, ils ont ça maintenant, ils ont en mode automatique, c'est-à-dire qu'ils détectent quand il y a un certain rayon de virage, il se dit on est en spirale, et pouf, il bascule en mode spirale. Si vous regardez, vous arrivez dans votre cumulus, vous tirez, vous machin, vous enroulez, clac, le truc il bascule en spirale, un truc, vous faites un tour, votre vario pneumatique est là, ouais, plus 1, plus 2, machin, et vous regardez le vario total, vous faites des trucs, moins 2, quoi, mais des valeurs négatives, quoi. Vous lui dites, mais il marche pas mon truc, quoi, c'est nul, quoi. En fait, c'est la prise dans l'ascendance avec la ressource suivie de derrière, on tombe comme ça dans le positif et tout. Ça fait des gains d'altitude qui parfois dans le premier tour
alors que le pneumatique est vraiment, le Vario est vraiment dans le positif. Le gain d'altitude est nul, voire sur le premier tour, on perd de l'altitude sur le premier tour. C'est des trucs vraiment qu'on voit en affichant le Vario total. Et donc ça, c'est une mauvaise technique de prise d'ascendance, c'est qu'il y a trop de ressources. Donc il faut mieux... Alors c'est encore plus valable, je pense, pour les planeurs avec des fortes charges à l'air qui sont chargées. Il faut mieux vraiment, les planeurs lourds, incliner et serrer en tirant pas trop, que de tirer pour pas passer à travers et d'incliner ensuite, quoi. C'est vraiment incliner en tirant à peine, quoi. Et là, vous allez voir les... Alors ça se voit pareil quand il y a plusieurs... En compète, quand il y a d'autres planeurs en spirale, ça permet vraiment visuellement de voir ce qu'on gagne ou ce qu'on perd par rapport aux autres, quoi. Et vraiment, faut éviter les grosses ressources avec les grosses variations de vitesse. Et c'est pas intuitif parce qu'on ne le voit pas sur le Vario. Le Vario, il reste positif même si on tombe comme ça dans la pompe. Donc tous les gens qui écrivaient il y a 40-50 ans qu'il fallait faire une ressource avant d'enrouler, aujourd'hui avec les... Ouais, je pense qu'avec les profils modernes et tout, c'est... Alors après, il y a aussi que... Bon, par exemple, le JS3 chargé, là, sur les logiciels, tu regardes les vitesses de spirale, la vitesse de spirale, c'est... Je peux te la montrer, on va la voir, là. Alors c'est toujours le vol où il y avait des bonnes ascendances, là, mais elles étaient grosses et larges, les ascendances, hein. Et si on prend les stats... Si on prend... Alors attends... Statistiques... les spirales, voilà, statistiques, spirales, tu vois, les spirales, la vitesse indiquée en moyenne en spirale, tu vois, la vitesse 124, 130, 130 à entre 35, 39 degrés d'inclinaison, et en spiralant en vitesse indiquée 120, 130. Et en fait, le planeur, même à ses charges à l'air, à 90, il vole, quoi, mais il tombe. Donc il faut vraiment garder de la vitesse, quoi. Alors là c'est très exagéré parce que c'est 60 kg de mètre carré. Mais même un Pégase à vide, moi on... 130 indiqué Ouais. en spirale. Alors t'es pas à 130, quand tu regardes t'es pas à 130, mais en fait aux moyennes sur le truc t'es à 130. Et, C'est dans le manuel, hein. Et en Pégase, attends je vais remettre, j'étais où? J'étais là. En Pégase, c'est pareil, hein. Il faut, quand on tire comme une brute et qu'on fait 80 à l'heure et puis comme ça, on tombe vraiment derrière, quoi. Et la technique une belle prise d'ascendance, on peut facilement coller 20 mètres à un autre pilote, quoi. 20 mètres, c'est beaucoup. Donc ça veut dire que vu que tu arrives à 210, tu arrives comme une balle. Alors oui. Tu commences à réduire, tu as cassé ta vitesse Ouais. dans la déglante. Non, quand ça commence à devenir positif, si tu as ton nuage, généralement c'est un peu positif avant le noyau. Oui. Donc quand ça devient positif, on commence à ralentir. On ralentit sans faire une ressource, mais alors généralement quand tu rentres dans l'ascendance, déjà tu as une rafale et tout, tu as la vitesse indiquée qui a tendance à augmenter un peu. Donc déjà on contre ça et on lève le nez par rapport à là où il est de 2-3 degrés. ouais, quelques degrés, 5 degrés, 10 degrés. On ne met pas le nez au-dessus de l'horizon, quoi. On réduit un peu comme ça pousse. On essaye toujours de se positionner comme il faut, se dire elle va être là, et puis après on lève un peu le nez quand on arrive dedans, mais c'est pas une ressource, quoi. On lève un peu le nez et on incline, et on tire les volets au fur et à mesure, et au fur et à mesure que la vitesse réduit, on tire les volets. Et si on a peur de passer un peu à travers, on tire carrément les volets en étant incliné pour le mettre dedans, mais sans mettre le nez en l'air. Parce que tu casses ton énergie. Ouais, puis après tu vas faire ça, puis tu vas redescendre, tu vas retomber. On le sent bien aussi ça sur les ASH, le Romolima là, qui est un peu lourd, là, il est à 750 kg avec son moteur. Si tu tires, alors en vol, en ligne droite, on peut faire plus comme ça. Mais pour enrouler, il faut vraiment pas mettre le nez en l'air, quoi. Sauf, alors il y a toujours un cas particulier, quoi. C'est la magie du truc, hein. C'est toujours un cas particulier où, par exemple, vous savez que l'ascendance elle est là, parce qu'il y a un planeur qui spirale, parce qu'il y a, je sais pas, un oiseau, parce qu'il y a une flamèche, un truc, une confluence, vous savez qu'il y a 3 mètres qu'il est là. Là, peut-être que ça vaut le coup de garder à fond l'énergie sans avoir ralenti et de tirer en étant bien dedans, etc. Mais on perd plus à arriver à fond, à tirer à moitié dedans et à mettre 2 tours à centrer,
que de commencer à ralentir souplement quand ça devient positif pour se mettre bien dedans, essayer de se mettre bien dedans du premier coup, je dirais, quoi. En plus, plus on arrive vite, plus le vario est toujours en retard à l'affichage. Le facteur de charge qu'on ressent, il est fonction de la charge air et de la vitesse. Remarque, plus on va vite, plus il est fort, non? J'ai un doute. Bon, bref. Quand on arrive vite, on sent moins bien. Donc on sent mieux la masse d'air et comment ça va être si on arrive en ayant déjà desserré un petit peu, quoi. Alors c'est difficile, je vois sur je dirais, moi j'ai fait pas mal de Pégase. Le Pégase jusqu'à 150, bon déjà 150 c'est pas évident de bien sentir, mais on y arrive. Et après sur les planeurs plus performants, quand on commence à transiter à plus de 150, tout va plus vite, quoi. Et c'est vite fait de passer à travers et tout. En plus, quand on va à plus de 150, souvent le planeur, on est chargé en eau, donc on sent moins bien, on peut passer à travers, mais sans rien sentir. Donc ouais, éviter les grosses ressources. Sur ton vol, le vol que tu as pris comme référence, tu peux montrer le temps passé en spirale et le temps passé à cheminer? Alors je ne sais pas si j'ai la stat, parce que comme c'était un vol en AAT, il ne sait pas bien faire le logiciel. Mais ouais, ah bah tiens. Spirale, 23%. Mais je suis pas sûr, peut-être qu'il prend en compte ce qu'il y a avant le départ là. Donc en fait, ah oui c'est ça, ouais. En fait, il ne faut pas regarder la première branche, parce qu'il y a 60% de spirale, parce que c'est avant le départ. Donc on a 28, 27, 16, 22. C'est autour de 20%. C'est rien d'extra, quoi. Enfin, il y a des vols où 80% est en cheminement. Ouais. Oui, mais 20% c'est bien, mais c'est... Alors ce vol, il a été vite aussi, parce que la première branche, genre, vous voyez là, il est où le petit planeur? Il est là. La première branche là, elle est un petit peu... Non, elle n'était pas alignée sous le cumulus, c'était la fin. La branche vers le sud, là, ici, là, comme ça, en fait, il y a des reliefs dessous. Il y a des petits reliefs, on voit là. Là, il y a une espèce de relief, donc ça fait une espèce de confluence. Et puis, cette branche là, on a pu l'aligner un peu dans les cumulus, sous les cumulus, donc ça allait. Ce jour-là, le ciel, les photos du ciel. Donc ça, c'est... C'est une belle gueule quand même. C'est une belle journée de plaine, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Là, ça, c'est sur la première branche, tu vois les cumulus. Donc là, typiquement, transition 197 km/h en étant à 1600 mètres. La route, elle est 19 degrés à droite. Bon, alors ça, on va en parler après, mais les affichages sur le calculateur, alors en compétition, tout va vite, surtout quand ça transite à 200 et tout, c'est à toute vitesse. Il y a 50 planeurs, il faut regarder partout, le flar migueule et tout, donc il faut des trucs super simples. Le bearing, le track, tout ça, je sais même pas ce que c'est, quoi. Le seul truc qui est affiché, c'est mon écart à la route par rapport au point que je vise. Et ma route, elle est devant tout droit. Donc là, je sais que mon point, il est 19 degrés vers la droite. Et à 72 km. Sur les trucs simples. Là, typiquement, je vais viser, je pense, on vise là-dessous, là, tac, tac. Puis après, on va aller chercher probablement la grosse base qui est là, qui doit être à peu près sur le cap. Et puis après, on voit pas trop, mais voilà, quoi. Oui, et c'est ça. Là, pour calculer ta ligne, comme tu disais, de faire une stratégie, tu peux pas faire une stratégie quand je vois ce... Bon, on n'est pas en vrai, c'est sur une photo. Ouais, on n'est pas en vrai. Mais tu n'arrives pas à voir, même au sol, je vois pas les... Ah non, tu vois pas les ombres. les Mais là, ombres, déjà... Pour recalculer une stratégie, c'est pas évident. Tu vois, quand tu sais que là, il y a un gros cumulus derrière, là, qui est par ici, là. Là, il y a soit une montée là, soit une montée ici, là. Mais ça vaut le coup de passer par la petite nuelle qui est là, ou celle-là. Mais apparemment, c'est celle-là qui est visée, là. Parce que notre cumulus, il est là. Le petite nuelle, elle est à quoi? Elle est à 20-30 degrés de celui que je vise. Là, ce qui m'intéresse, c'est plus trop mon point de virage, mais c'est là où je vise pour monter. Donc là, je vois qu'il y a un truc à 20-30 degrés. On verra après que 20-30 degrés, il ne faut pas réfléchir, il faut y aller. Tu perds rien. Au mieux, tu gagnes, et si tu perds rien. C'est 15% sur 3 km. Je retourne sur la technique de Sébastien. Donc qu'est-ce que... Ah oui, alors la prise de spirale, on en a parlé un peu. Ensuite, dans l'ascendance. Dès que vous êtes content de votre ascendance, donc au début ce qui compte c'est de la centrer. Plus on a vu tout à l'heure, les temps de centrage c'était vraiment important sur le vario total de l'ascendance. Donc il faut bien centrer. Rapidement, essayez de bien centrer rapidement. Mais dès que vous êtes content, regardez devant et préparez la suite. À partir de 300 mètres sous la base, il est difficile de voir suffisamment loin devant. Voilà.
Navbox, donc alors ça on l'a déjà dit, hein, le vario moyen, 20-30 secondes, c'est un petit tour, un peu moins d'un tour. Et le vario total de l'ascendance à comparer. Entre les ascendances, souvent les pilotes négligent ces petits indicateurs entre les beaux cumulus. Vous devez passer par ces petits témoins. Dévier de 30 degrés est normal, parfois 60 degrés si cela permet de voler sous une ligne de cumulus. Là, il y a un petit PowerPoint. Vous voulez qu'on parle maintenant des écarts de cap? On reviendra sur la technique de pilotage après. On va faire ça. Vous m'arrêtez si... Alors, je repars déviation. Alors, c'est encore l'américain, là, qui a encore fait des chiffres et des courbes. Écart de cap. De faire la trajectoire A ou la trajectoire B, on parcourt ce qui est en bleu, hein, on aura parcouru exactement la même distance. Seule chose qui compte, hein, c'est l'écart de cap, c'est le cosinus de l'angle. Donc il a exprimé ça en pourcentage d'efficacité, c'est une façon de voir les choses. Donc si vous êtes sur le trait, c'est 100% d'efficacité. Si vous êtes à 90 degrés, c'est 0, ok? Bon, c'est le cosinus, hein. 30 degrés, ça fait 86% d'efficacité. On voit bien, hein, 10 degrés, 98,5, ça change rien, 20 degrés, 94, 30 degrés, 86, 45, ça commence à faire un peu plus, et 60 degrés, c'est la moitié. Bon, ça tout le monde, enfin, ok. Bon, alors après, il nous a fait des courbes dans son ordinateur. Donc il a pris toujours, alors ça dépend de la polaire du planeur, des performances du planeur. Donc il a pris, je sais plus, un coup c'est un AS24, un coup c'est un AS28 parce qu'il a changé de planeur, changé de planeur entre temps, enfin bref. Comment ça se lit ça? C'est l'écart qui est valable de faire en fonction de la prochaine ascendance. C'est pour un planeur donné, là je crois que c'est le discus. Si on a 1 mètre seconde, on parcourt 1 mètre seconde jusqu'à intercepter l'abscisse du 1,50 m et on trouve ici une trentaine de degrés. Donc on voit que plus l'ascendance est faible, plus ça vaut le coup de faire des écarts pour trouver un peu mieux. Okay, c'est lié aussi au type de planeur. Moins le planeur est performant, ou moins le pilote est performant, parce que ça revient au même, un pilote moins performant, c'est comme si on avait une polaire moins performante, plus ça vaut le coup de faire des écarts pour les trouver un peu mieux. Donc ça, on sait que, on l'a dit tout à l'heure, hein, 30 degrés, ça vaut le coup, quoi. 30 degrés, en gros, 30 degrés, si vous pensez que le nuage à 30 degrés, il est peut-être mieux, prenez pas de risque à le tenter. Alors après, ce qui est plus... Donc ça, je dirais, on le savait déjà. Enfin, hein, vous le saviez? En gros, quoi. 30 degrés, hein. En tenant compte du vent aussi. Alors là-dedans, ça tient pas compte du vent. Alors le vent, tout à l'heure, la photo de l'écran, on voyait mon écran, là, 10 degrés ou 20 degrés à gauche, à droite. J'ai toujours ça qui est affiché, hein, l'écart de route par rapport à la cible. Si des fois vous avez deux cumulus pareils, là, vous dites je prends celui de gauche ou je prends celui de droite, et ben dans le doute, il faut prendre celui qui est au vent. Voilà. Alors plus intéressant, quels écarts c'est valable de faire comparé au netto en transition? Le netto, c'est le vario de la masse d'air. Donc là, il est affiché à gauche, là. Donc 0,5, ça veut dire que la masse d'air monte à 0,5 m/s. C'est pas le planeur, hein, c'est indépendant du planeur. 1 mètre, c'est-à-dire que l'air monte à 1 m/s, d'accord? Donc l'air qui monte à 1 m/s, si vous avancez un taux de chute de -1, ça va vous faire du 0, hein, ok? Là, ce coup-ci, c'est en fonction de notre calage McCready qu'on règle. Donc nous, on a dit le calage normal, c'était 1,5. 1,5, c'est la courbe en rouge. Donc je suis sur ma courbe rouge avec du 0 m/s. 40, là, c'est la finesse du planeur. Donc ça doit être le discus qu'il a dû prendre pour cette courbe. Et on va voir de combien ça vaut le coup pour aller chercher une masse d'air qui monte un peu. Donc mettons qu'il y a une masse d'air à 0,5 m/s, il y a un petit cumulus, un petit témoin là, ça va bien monter à 0,5 m/s. Je suis la courbe rouge jusqu'à 0,5 m/s, c'est ici. Ça fait 35 degrés d'écart avec la route. Si la masse d'air elle montait à 1 m/s, elle montait à 1 m/s, ce qui n'est pas énorme, hein. 1 m/s c'est la masse d'air qui monte en transition, ça va vous faire du 0, hein, et encore. Je suis la courbe rouge, là, calée 1,5, 1 m/s, c'est ici. C'est plus de 50 degrés d'écart.
Alors cette courbe-là, j'ai mis juste la courbe où il représente les nettos en montée, mais dans son PowerPoint, il y a aussi avec les nettos en descente. Et pour voir de combien d'écart ça vaut le coup pour éviter une zone où ça chute. Là, j'ai pris celle où quel écart ça vaut pour passer par un endroit où ça monte. Donc vous voyez que là, les écarts, ils sont vachement plus importants que de passer d'une spirale à un autre, enfin d'un cumulus à un autre en faisant un écart. Vous voyez que dès que passer par une masse d'air qui monte un peu, mais tout de suite ça vaut le coup, quoi. Et avec des écarts importants. C'est d'autant plus valable de faire des écarts importants que les conditions sont mauvaises ou que le planeur est moins performant, d'accord ? Donc ça, je trouve ça c'est intéressant. On voit vraiment... Et alors, vous voyez que quand vous cheminez, vous faites des écarts comme ça, des fois importants, hein. On voit des pilotes, comme quand on voit Masa, là, fois, il part à 45 degrés, 60 degrés et tout. Bah, en fait, quand on regarde les courbes, bah ouais, dès que ça monte un peu ou que ça descend moins, ça vaut le coup. Ce que je vous avais dessiné tout à l'heure, l'espèce de cumulus où on imagine qu'il est au milieu, mais peut-être que ça vaut le coup de faire l'écart comme ça et comme ça. Ben, en fait, souvent ça vaut le coup, ne serait-ce que parce que plutôt que de viser direct l'ascendance, on va avoir la dégueulante, puis l'ascendance, on va s'arrêter ou pas, puis après la dégueulante, machin. Ben, ça vaut le coup de faire un petit écart pour prendre tout le cumulus et avoir la zone qui porte, hop, l'ascendance, on va peut-être pas s'arrêter, puis continuer un peu par là et ressortir. C'est valable ça, quelle que soit l'altitude à laquelle on est? Ah ouais? Là, si on est très très haut, ah oui. Ça peut être intéressant de faire des gros écarts. Ah oui, ça change rien. Parce que si tu fais tes gros écarts quand tu es haut, alors après si tu es limité si tu es collé à la base et que tu vas être aspiré par le nuage, ça ne sert à rien. Mais sinon, ça vaut le coup. Hein. Ouais. Alors écart de cap, il est surprenant de voir à quel point vous devez vous éloigner. Donc ça c'est plus Kawa, c'est l'américain qui parle. Là. Mais il dit la même chose. Et alors il a fait une autre façon de voir les choses. Par exemple, en vous écartant de 30 degrés de votre trajectoire, vous voulez 13% de plus. Bon, c'est ce qu'on a vu au début. Si vous voulez à 100 km/h et vous faites 5 km à 30 degrés, ça va vous prendre 23 secondes de plus que celui qui fait tout droit. Avec un Macready 1 mètre seconde, il est toujours dans son S24. Cela vaut la peine si vous gagnez plus de 23 mètres. 1 mètre seconde, c'est une vario pas terrible en plus. Hein. Donc à peu près n'importe quel nuage ou zone vous apportera 23 mètres. Et il dit en plus vous n'avez pas besoin de gagner 23 mètres, il vous suffit de gagner 23 mètres de plus que celui qui vole tout droit. Donc si votre nuage ou votre cheminement là vous rapporte 50 mètres, zigzaguer constamment de 30 degrés d'un nuage à l'autre vous donnera une bien meilleure vitesse que d'aller tout droit. À l'extrême, parcourir 1 km perpendiculairement à la ligne, c'est 36 secondes. Ça vaut la peine à Macready 1 mètre si ça te rapporte 36 mètres. C'est une autre façon de voir les choses que les courbes, plus c'est la même chose, hein, mais c'est une façon de l'expliciter différemment pour dire que les écarts même valent le coup, quoi. Donc privilégier les écarts au vent, bon, ok, on sait. Alors si vous voyez que ça vaut le coup, que c'est meilleur sous le vent, on va le faire, hein, mais si on ne sait pas, si on a un doute, il faut mieux faire au vent. Et donc, bon, c'est un peu le résumé. Hein. Donc jusqu'à 30 degrés d'écart, ça vaut le coup pour viser une meilleure ascendance. Et cheminer dans les VZ positifs et éviter les VZ négatifs, c'est même au-delà de 30 degrés d'écart, ça vaut le coup. Si les conditions sont mauvaises, on peut être amené à faire des écarts beaucoup plus gros hein, que ça. C'est tout pour les écarts. Donc 30 degrés, vous ne posez pas de questions, ça vaut le coup. Et puis plus de 30 degrés, ça vaut le coup si c'est cheminot, si c'est pour la masse d'air, quoi. Alors les écarts de cap, au calculateur on affiche le point vers lequel on va, mais après quand vous visez un cumulus, vous dites l'ascendance elle est là, votre nouvelle destination c'est plus Chartres ou je sais pas où vous allez là, mais c'est votre cumulus, donc c'est 30 degrés, plus ou moins 30 degrés pour cheminer, il faut le voir par rapport à au nouveau point que vous visez, par rapport à ce cumulus. Votre objectif c'est plus le point de virage, c'est le cumulus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si le point de virage est 30 degrés à droite et vous visez un cumulus, puis en s'approchant vous voyez qu'il y a une petite nuelle un peu à gauche, vous allez refaire 30 degrés à gauche, vous allez dire ça fait 60 degrés par rapport à l'objectif, mais en fait le nouvel objectif c'est le cumulus, donc c'est pas tant que ça en fait. Et alors pareil, l'avantage de la compétition c'est qu'on s'en rend compte
Ah, on s'en rend compte, hein, on voit un planeur qui fait ça, on fait comme ça, et puis on est 100 mètres au-dessus, quoi. Ça va à toute vitesse. Les Italiens, là, alors, vous avez des anecdotes du championnat du monde? Oui. Les Italiens, là, donc, ouais, il y a une épreuve où ils sont partis derrière nous, derrière les Français. J'étais devant eux au classement général. Et ils sont partis un petit peu derrière, je ne sais plus, 5-10 minutes derrière. Ils nous ont rattrapés, ils ont fini avec nous, ou même un peu devant, je ne me souviens plus, mais ils ont bien remonté les points. Donc l'épreuve d'après, il a fallu faire tactique, c'est-à-dire que le but c'était de partir après les Italiens, et puis pour pas qu'ils grappillent encore 50 ou 100 points comme il avait fait la veille. Donc on a réussi à partir après les Italiens, on a fait une belle première manche, on les a rattrapés, donc on était avec les Italiens. Et là, Adrien il était un peu en dessous au classement général, donc à un moment, les Italiens qu'on verrouillait, ont fait un choix un peu qui nous paraissait pas optimal, et qui était différent de ce que faisait le paquet, le groupe. Et on a discuté à la fréquence avec Adrien. Moi, je lui ai dit, je verrouille les Italiens parce que c'est ça mon objectif. Les autres, ils ne m'intéressaient pas. Donc, Adrien, lui, avec Mélanie, on était 3 Français. Ils ont pris l'autre choix et ils ont continué leur vol. Il se trouve qu'Adrien a gagné l'épreuve ce jour-là. Donc, moi, j'ai suivi les Italiens, qui ont fait le choix qui paraissait un peu moins bon, mais bon, j'ai décidé de les suivre. À mi-machin, finalement, ils ont basculé sur l'autre choix du reste du groupe. J'étais un peu derrière eux, peut-être 50 mètres plus haut. Et là, sur une transition, ils ont visé le milieu du nuage. Moi, j'ai visé le plus, comme on a dit, faire le S sous le nuage. Et je suis arrivé, j'ai fait le S sous le nuage, je les ai vus mais tomber. Je suis arrivé dans l'ascendance, mais j'étais, je sais pas, 300 mètres au-dessus, quoi. Sur une transition de 10 km, 5-10 km, j'étais 300 mètres au-dessus. Là, j'ai pris l'ascendance, il y avait une bonne ascendance, je sais plus combien, mais genre 2-3 mètres. Eux, je les ai vus, ils ont fait 2 tours, ils avaient rien, ils sont partis, ils sont tombés et je les ai jamais revus, quoi. Et sur une transition, tout se joue, quoi. Oui, enfin. Alors après, moi, j'ai essayé de rattraper les autres. Adrien, qui était devant. Donc j'avais les infos à la radio, là. On se donne les infos, les trucs. On se donne. Alors c'est pour ça, Bearing, radial, machin, tout ça, on s'en fout, parce qu'on donne des team codes dans l'application CU Mobile. On peut lui mettre un point de référence et il nous affiche notre position sous forme d'un code. Par exemple, il dit Alpha 5 Bravo 2. Et quand vous êtes à un endroit, vous dites je suis en Alpha 5 Bravo 2, vous cliquez sur l'écran, vous mettez Alpha 5 Bravo 2 et paf, ça vous met la position sur l'écran. Donc vous savez que le copain il est là et il a tel vario. Donc il y a le flarm aussi maintenant, mais avec ça, ça marche bien. Et donc avec ça, on se file les infos, on sait ce qu'ils ont, on optimise et tout. Mais bon, tout seul, même en ayant les infos, j'ai jamais réussi à les rattraper. J'ai réussi à les avoir en vue, mais c'est tout. Parce qu'eux, ils étaient dans le groupe des autres planeurs, une petite dizaine de planeurs qui volent bien et 10 planeurs qui volent bien, on peut pas les rattraper, quoi. Enfin, à moins d'un coup de chance, c'est vraiment difficile. Ouais. Quand tu voles en équipe comme ça, comment tu voles? Vous volez à combien de mètres ou combien d'envergure l'un de l'autre? Déjà, on essaie de se mettre côte à côte parce que le risque de collision principal qu'il y a, c'est quand il y a un planeur, les planeurs sont l'un derrière l'autre et celui qui est derrière est un petit peu plus haut. Parce que celui qui est devant, si tu es de devant plus bas, tu peux pas voir l'autre derrière parce que c'est l'endroit où tu le vois pas. Et si tu es derrière un peu plus haut, il va être sous ton nez, tu vas pas le voir. En plus, le flarm il est masqué par les instruments et tout, c'est la zone où il marche le moins bien. Et puis si l'autre devant ressource, il ralentit, tu le vois pas, tu le tapes. Il y a eu des collisions comme ça. Donc il faut vraiment essayer quand on est derrière. Bon, soit il faut être en dessous, là c'est pas dur, tu peux être en dessous derrière tout près. Et même derrière, parce que si tu es un peu décalé, si l'autre enroule, tu risques de le gêner, donc il faut mieux être derrière. Par contre, si tu es derrière plus haut, il faut vraiment se décaler sur le côté pour toujours voir l'autre. Quand tu es 2-3 planeurs, c'est pas difficile parce que tu arrives à gérer. Par exemple, nous on était 3 Français, tu arrives à gérer, si tu es derrière un peu plus haut, tu arrives à gérer 2 autres planeurs, quoi. Alors quand tu es plus haut, tu essaies d'aller un peu plus vite pour passer devant, prendre le lead et aider les autres. Mais bon, il y a des moments où tu es derrière un peu plus haut, quoi. Mais le problème, c'est quand il y a 50 planeurs et puis que tu te retrouves, tu as les 2 autres Français qui sont là, puis tu en as 4 autres là et 2 autres là, machin, c'est un peu chaud, quoi. C'est plus risqué que de voler comme ça, hein. Ça, on l'a vu, ça. Ah oui, alors toujours, ça c'est toujours les conseils secrets de Sébastien Kawa, hein. Donc entre les ascendances, appliquer la théorie du Macready, mais c'est lui qui dit ça, j'ai pas corrigé.
Voler un peu plus lent que la vitesse McCready car le planeur n'a jamais une polaire parfaite. Ouais. On a vu aussi que quand on volait plus ou moins 10 km/h, ça changeait pas grand chose, mais moins 10 km/h, ça changeait pas grand chose sur la vitesse, mais ça augmente l'autonomie. Et aussi, c'est vrai, le planeur il est jamais parfait, hein, parce que les polaires des constructeurs, elles sont optimistes souvent, puis le planeur il est pas propre, il y a des moucherons, tout ça. Et il nous dit, la plupart du temps, je ne vole jamais à plus de la vitesse McCready 2. Voilà. Bah, moi pareil. La meilleure vitesse est celle qui permet de ne jamais s'arrêter. Si vous pouvez attraper un cheminement, jamais vous arrêter, hein. Ça sera bien. Hein. Toujours avoir 2-3 nuages à explorer, ne pas voler à une vitesse qui ne laisse qu'une seule option. Bon, ça c'est une autre façon d'exprimer la règle des 3 bandes. Là. Faut toujours, c'est l'idéal, hein. Si on peut toujours dire bah, je vais là, là et puis là. Et puis toujours avoir, au fur et à mesure qu'on avance, remonter un petit peu pour avoir des choix supplémentaires. L'idéal pour optimiser la vitesse moyenne, donc c'est de ne pas être collé au nuage, d'être un peu en dessous, d'évoluer dans un peu la tranche d'altitude où les varios sont quand même bons, et puis à chaque fois, bah, par exemple on est calé 1,5, 2, et puis au fur et à mesure qu'on sent qu'on va passer sous cette tranche d'altitude qui va bien, et ben on reprend un 5, 2, on reprend un 5, 2, mais jamais jusqu'au plafond, on reprend un 5, 2, machin, jusqu'au moment où on va taper le 3 mètres, et là ça vaut le coup, on le prend jusqu'au plafond. Ça permet d'augmenter le vario total sur le vol, ou le vario moyen sur le vol. Je commence à ralentir en passant un tiers sous la base. Bon. C'est la première tranche, la tranche la plus haute, un tiers, donc il vole vite au McCready, j'ai en haut, puis dès qu'il commence à être un peu un tiers sous la base, il ralentit un peu. Prendre en compte la traînée des changements de vitesse. Je vole souvent à vitesse constante en tirant que légèrement dans les rafales. Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, on peut parler. Les cumulus, souvent, enfin les ascendances, souvent on est dans l'ascendance, ça monte, on quitte l'ascendance, il y a la dégueulante, et en quittant la dégueulante, il y a une petite ascendance. Ça repousse des fois après la dégueulante. Ça, c'est la rafale horizontale, a priori, qui alimente plus une rafale horizontale que verticale. Dans cette deuxième phase positive après la dégueulante, en fait, et ça vaut pas le coup de tirer. Parce que elle est très courte, très faible, et si vous tirez là, après ça va rechuter, vous allez réaccélérer dans la dégueulante, ça vaut pas le coup. Ah oui, quand vous êtes dans l'ascendance et que vous quittez l'ascendance, donc on quitte l'ascendance, on décide d'une vitesse de transition vers le prochain cumulus. Et je pense, alors faut pas plonger, machin, ça sert à rien, mais il faut quitter l'ascendance et dès qu'on a notre cap, commencer à accélérer souplement pendant qu'il y a encore du vario positif. Et on accélère tranquillou dans le vario positif. Et quand on va passer dans le vario négatif, on aura déjà une vitesse proche de notre vitesse de transition. Il faut éviter d'avoir à accélérer dans la dégueulante, quoi. C'est pour ça aussi que des fois en sortie du cumulus un peu décalé, des fois ça repousse un coup, ça vaut pas le coup de tirer. Enfin, je pense qu'il y a plus à perdre qu'à gagner. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Prévoir de courts temps pour se reposer. Alors là, c'est le truc qu'on pète à fond. Il nous dit que des fois, il explicite un peu plus là sur la vidéo YouTube, quand il y a une transition, il est un peu haut, il est un peu machin, il souffle quoi. Souffle un peu, regarder un peu par terre, faire autre chose, boire, manger. Nous, dans le calculateur, dans le LX du planeur, on a ça, c'est le Napo, là, c'est la Fédé là, qui nous conseille de faire ça. On peut mettre un timer, un compte à rebours. Et on a un compte à rebours toutes les 30 minutes, ça se déclenche tout seul quand on décolle, on touche à rien, et toutes les 30 minutes, ça met une alarme, marqué boire. Je crois qu'on a marqué boire. Hein. Toutes les 30 minutes, ça fait bip avec marqué boire. Parce que si t'es occupé, t'es à fond, t'es machin, tu penses pas à boire, tu bois quand t'as soif, c'est déjà un peu tard. Plus si tu bois beaucoup d'un coup, après t'as envie de pisser encore plus. Et puis en plus, ça fait un petit timing, là, des fois, le truc, il est là, bip, et il vient de sonner, quoi. Et c'est qu'en fait, t'étais à fond, quoi. Il faut relaxer un peu, ou ça donne un petit rythme, c'est pas mal. Puis ça pour penser à boire. Les trois points clés pour gagner, c'est toujours Kawa. Trouver le bon moment pour franchir la ligne de départ. Partie derrière, finir devant ou avec. Donc ça c'est pour... j'ai pas fait la partie départ et tout, mais c'est vachement important en compétition. Le moment du départ,
C'est la moitié du résultat, quoi. Trouver le bon compromis entre écart de route et bonnes ascendances. Pour trouver les bonnes ascendances, vous devez vous écarter. Plus vous êtes lent, plus vous pourriez avoir à dévier. Et toujours finir sa course, Kawhi, quand il y en a qui rentrent, il fait toujours partie de ceux qui rentrent. En concours, s'il y en a qui rentrent et pas vous, ça coûte cher. En Grand Prix, un peu moins, le calcul est un peu spécial, mais en concours classique, c'est difficile de rattraper une vache, quoi. Donc technique, alors monter un peu mieux, vers le total, transiter à la bonne vitesse, technique de pilotage, c'est ce qu'on vient de faire, bien cheminer entre les ascendances, c'est les écarts de route, on a vu que ça valait le coup d'en faire, et puis faut pas négliger les petits témoins, on quitte un cumulus, il y a un petit truc là, un autre cumulus, faut se dire je passe là, il faut vraiment passer par les petits trucs, sans forcément tirer comme ça, mais juste passer, quand ça pousse, on empêche le pédalier d'accélérer, on lève un petit peu le nez, mais pas trop. En Pégase, ce qu'on faisait, quand c'était bon, on transitait à 150, on passait sous un cumulus, on ralentissait souplement, 150, 130, 130, 130, et puis hop, quand le vario commençait à redescendre, on réaccélérait vers 150, et on continuait notre cheminement comme ça. Donc ça, c'est quand c'est bon, machin. Après, on peut switcher de mode et se dire, je chemine, mais mon but, c'est pas de voler vite, mon but, c'est de monter. C'est-à-dire que c'est de pas spiraler, mais de monter pour me regagner de l'altitude et pas en spirale. Donc là, ça vaut le coup d'arriver sous un cumulus, de plus ralentir la vitesse, de se mettre à la finesse max, planeur à volet, même mettre un petit cran, faire des petits S un peu face au vent, et exploiter vraiment au maxi l'ascendance. Mais là, le but, c'est plus trop de bien cheminer, mais c'est de monter en cheminant. Par exemple, pour décider de ne pas s'arrêter et d'essayer de sortir au plafond d'une rue, ou alors on commence à être un peu bas, le truc est un peu pourri, mais bon, on passe quand même dessous, et on se dit, si je peux gagner 50 mètres, je le gagne, et là, on ralentit plus. Mais tant qu'on est dans la bonne tranche qui va bien, faut pas trop ralentir, faut continuer fluide, quoi. Bon, c'est facile à dire, hein, mais bon.